L'adaptation au cinéma et le portage sur le grand écran d'une œuvre littéraire ou de BD ou de jeux vidéo est un exercice très subtil d'équilibre entre ce que le réalisateur voudrait montrer à l'écran et le matériau de base. Et des adaptations dans le monde du cinéma, on en compte des milliers. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais me concentrer sur une licence, la licence des Rivières pourpres. Le premier film sorti par Kassovitz en 2000, adapté du livre Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger, lui sorti en 1998, était un bon exemple de réussite d'adaptation. Et le long métrage de Kassovitz était plutôt efficace, et il a eu ce mérite de rapporter de l'argent, puisque pour 14 millions investis, le film en a rapporté 60. Et bien évidemment, ce qui était à craindre est arrivé. Quand un film fonctionne, c'est quand même bien de lui filer une suite, puisqu'on a un public qui est prêt à la voir, mais Granger n'avait jamais écrit de suite aux Rivières pourpres. Alors dans ce cas-là, on va faire appel à un scénariste qui va nous pondre un scénario pour un nouveau film basé sur les personnages des Rivières pourpres. Et ce film-là s'appellera Les Rivières pourpres 2, les anges de l'Apocalypse. Le film s'ouvre donc sur l'abbaye de Lavaudieu, située dans le Mordor. Ah non, c'est en Lorraine, où nous voyons des figures inquiétantes se transbahuter dans les couloirs de l'abbaye. Un jeune prêtre va prendre ses quartiers dans la cellule numéro 13, au grand désarroi de son supérieur. C'est la numéro 13. Ça porte malheur le 13, on ne la donne à personne. Et celui-ci, après avoir dit qu'il n'était pas superstitieux, va planter un crucifix dans le mur nu. Et on appréciera la précision du personnage qui arrive à planter son crucifix dans le front du cadavre emmuré juste derrière. Et après un long cri dans la nuit, gerbe d'éclairs et tout le tremblement pour une ouverture sur le générique, Les Rivières pourpres 2, les anges de l'Apocalypse. Le film ouvre sur une facilité d'écriture, parce que c'est bien connu, dans les cellules de moines, on ne trouve jamais de crucifix dès l'ouverture de la cellule. Non, c'est en option, c'est comme dans les hôtels. Et pendant que le commissaire Nimance, interprété par Jean Reno, Bonjour mon père, commissaire Niemans de Paris. Qu'on aurait pu appeler Monsieur Meux, ou Œil de Bœuf, pour le regard bovin que Reno va nous lancer pendant tout le film. reprend l'enquête, nous allons suivre les pérégrinations de son futur acolyte, le capitaine Reda. Que j'avais envie d'appeler Monsieur je vais tout pomper sur Cassel parce qu'il était tellement classe dans le premier film. Ce dernier, au cours d'une nuit de patrouille, va croiser un sosie intriguant de Jésus, qu'il va en profiter pour percuter avec sa bagnole, et ce dernier va s'enfuir dans la nuit avec une balle dans le corps pour se réfugier devant les marches d'une église qui, putain, est dans le fin fond des enfers. Et c'est là que nous allons avoir droit à la première apparition d'un de nos moines tueurs. Ce dernier essaye d'achever Jésus sur son lit d'hôpital, mais c'est sans compter sur la promptitude du capitaine Reda qui va se mettre à lui courir après dans une course-poursuite qui va littéralement durer des plombes. Et alors que du côté de Niemans, les cadavres s'accumulent, on va alors profiter de la réunion de ces deux personnages, Reda ayant été l'élève de Niemans, dans une scène qui me rappelle particulièrement une autre scène, mais ça doit être mon imagination. Ou pas. Parce qu'on en est à 2 scènes coup sur coup qui repompent outrageusement des scènes qui avaient été faites déjà dans le premier film. Mais étant donné qu'on a plus d'argent sur celui-ci, on va les rallonger. Et pendant que nos deux compadres se retrouvent au chevet de Jésus, arrive alors notre troisième personnage, Marie, spécialiste en tout un tas de trucs insensés qui ont lien avec le christianisme, et à ce moment-là, Jésus va en profiter pour nous offrir un petit peu de surjeu. Les anges de l'Apocalypse. Et c'est pendant un cours de rattrapage sur le christianisme suivi par nos deux héros et donné par Marie, On appellera la voix off. Parce qu'à l'image de Jean Reno, qui a pas l'air véritablement impliqué dans ce qui se passe dans le film, c'est pareil pour l'actrice Camille Nata. J'ai bien envie de l'appeler la voix off parce que pendant tout le film, on a l'impression qu'elle se trimballe avec le script sous les yeux. Alors là, on entre dans la bijouterie, il y a des cadavres. Oh mon dieu, c'est terrible. Et vous là, vous devez croire que j'en fais des caisses. Un exemple ? Mon Dieu. Un petit peu d'implication. S'il vous plaît, par pitié, un petit peu d'implication. Vous venez de retrouver un œil arraché sur une Bible, ça mérite un peu plus que juste... Mon Dieu. et nos compères se retrouvent à nouveau sur la route pour aller récupérer 3 nouveaux cadavres, décidément ça n'arrête pas, et se lancer dans une énième course-poursuite. Ça non plus, décidément, ça n'arrête pas. La bagnole de Niemans se fait véritablement mitrailler par une tourelle cachée dans le sol, dans une scène qui m'en rappelle encore une autre, décidément.
Et encore une fois, cette scène est repompée du premier film. Dans le premier film, elle était bien faite parce que dans la situation, celle-ci, elle est juste repompée dessus avec un peu plus de moyens parce qu'on a un peu plus de fric. Et c'est à ce moment-là que le film va en profiter pour nous présenter le grand méchant du film, Christopher Lee. Vous avez fait appel à Christopher Lee pour jouer le méchant du film? Sérieux? C'est un des acteurs les plus classes du monde, un des acteurs qui a à chaque fois rapporté une touche iconique dans les films dans lesquels il a joué. Vous avez appelé Christopher Lee pour rendre la réplique à des acteurs qui n'ont pas l'air véritablement concernés par ce qui se passe à l'écran? Vous les respectez pas, vos acteurs, ou quoi? Il est déjà trop tard. On a réveillé la colère de Dieu. le trio de tête parvient à retrouver le dernier apôtre qui s'était caché dans l'église abandonnée de sa dernière paroisse. Son petit groupe et lui avaient en fait trouvé la clé d'un sous-sol dans lequel se trouvait, selon lui, un livre écrit de Dieu. Le cadeau le plus merveilleux pour un chrétien selon Marie. Et nous allons avoir droit là à un paquet d'incohérences en moins d'une minute. Non seulement l'apôtre n'arrive pas à voir les 5 moines tueurs avec des arbalètes qui sont juste derrière eux, et des 3 flics devant l'apôtre sont incapables de voir qu'un de ces moines est en train de s'approcher d'eux pour leur voler la fameuse clé. Alors on pourrait croire que nos protagonistes ne suivent pas du tout ce qui se passe, c'est pas le cas. Là, c'est dans l'œil de Olivier Dahan, le réalisateur du film, qui a l'impression que tout ce qui n'est pas dans le champ de vision de la caméra n'existe pas dans ce monde. Ce qui est faux. Ça existe. Un exemple, tiré des Rivières pourpres 1 de Mathieu Kassovitz. L'intégration intelligente de l'antagoniste dans l'image, mais que nos personnages ne voient pas, puisqu'ils sont obnubilés par autre chose. Ça alors, un cadavre crucifié. Putain, qu'est-ce que c'est original. Bravo, Olivier Dahan, le réalisateur du 2e film, qui repompe toutes les idées du premier, pour en plus pas arriver à faire quelque chose de cohérent derrière. Alors que Marie continue d'étudier les livres à l'abbaye, elle va croiser le chemin du frère supérieur, et manifestement cet homme n'a aucune idée de la définition du mot subtil, qui va tomber dans le panneau de la plus vieille ruse policière du monde, lui faire croire que ce sont les gentils qui ont la clé. Il y a 2000 ans, vous vendez des breloques qui n'ont jamais sauvé personne. Maintenant, vous savez l'effet que ça fait. Sauf que c'est pas vrai, et il se suicide. L'enquête semble être arrivée au point mort. Le dernier témoin s'est suicidé, aucun apôtre n'est en vie à part Jésus délirant à l'hôpital, et manifestement, le jour de l'apocalypse approche. Bon alors j'exagère, hein. C'est pas véritablement l'apocalypse. En fait, les méchants du film veulent utiliser le livre de Lothaire II, supposément écrit de la main de Dieu, pour conquérir l'Europe. Pour une Europe plus pure et croyante. C'est bien, parce qu'il faut bien commencer petit, on peut pas directement conquérir le monde. Non, c'est mieux de commencer petit. Et c'est là que le commissaire Nimance va littéralement sortir la solution de son cul. Elle ne sonne jamais. C'est là qu'est l'entrée du souterrain. Par la tour. Ok, donc après ce festival de facilité d'écriture, nos 2 flics vont aller lancer un raid à eux deux, tout seuls, contre la ligne Maginot, remplie a priori d'agents allemands, italiens, le tout armés jusqu'aux dents. Ouais, ils attaquent la ligne Maginot à eux deux. À eux deux, alors que pour une perquisition quelques minutes avant, ils avaient ramené tout le raid, tout le GIGN et la moitié de l'armée française, pour un monastère. Vous m'aviez dit à bientôt. Bienvenue dans le temple de Lothaire II. Et à partir de là, ce n'est plus que du grand classique. Nos 2 héros parviennent à s'échapper à temps et ouf, on va pouvoir rigoler autour d'une tasse de café, putain de bordel, que c'est original. Bon, à partir de la capture des héros, on tombe dans la copie de cheapos d'Indiana Jones et de Da Vinci Code. On a tout. La crypte, le tombeau piégé, la mort du méchant qui est tout sauf original. Les espèces d'inserts brûlants dans la croix qui rentrent dans le mur petit à petit. Sans déconner, c'est n'importe quoi. Voilà, c'était les Rivières pourpres 2, et c'était une énorme purge. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le scénario original, contrairement au premier film qui avait été co-signé par Jean-Christophe Granger, est signé cette fois-ci par Luc Besson.
Et avec Luc Besson, on peut s'attendre au pire comme au meilleur. Et aujourd'hui, c'est le pire qui a frappé à la porte. Le film essaie de se prendre pour ce qu'il n'est pas, une espèce de mélasse dégueulasse entre Indiana Jones, Da Vinci Code et les rivières pourpres. Pourquoi faire entrer là-dedans des éléments de mysticisme catholique? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Dans le premier film, on avait affaire à des gens qui pratiquaient l'eugénisme. Et pour ce faire, échanger des bébés dans la maternité d'un hôpital entre les enfants de paysans sains et les enfants d'une élite qui commençaient à avoir des dégradations génétiques du fait de la consanguinité. Alors c'est morbide et glauque, d'accord, mais c'est absolument pas fantastique. Il y a une idée un peu de nazisme là-dedans, mais c'est pas fantastique. Or là, le film veut absolument nous donner des éléments de mysticisme catholique, sans jamais véritablement nous expliquer pourquoi et comment on va utiliser le livre de Lothaire II, signé de la main de Dieu apparemment, pour conquérir l'Europe. Or, on pourrait bien en avoir besoin. C'est ce qui fait de ce film une énorme purge. C'est un film qui se prend pour tout un tas de trucs qu'il n'est pas, sous le couvert de la licence Les Rivières Pourpres. Et personnellement, je n'ai absolument rien contre une réécriture originale sur des personnages préexistants. Le commissaire Niemans, par exemple, a une existence tangible, puisqu'il fait déjà partie d'un autre film dans lequel on l'a déjà présenté. Donc, en fait, le travail là-dessus est déjà fait, c'est bon. Est-ce qu'il en est rendu plus facile? Pas véritablement non plus, mais écrire un scénario sur ce genre de personnage demande un certain talent que Luc Besson n'a pas. En tout cas, pas dans ce cas-là, précisément. Je ne fais de toute façon pas partie de ceux qui dégueulent sur Besson parce que c'est la mode. Besson a sorti des films qui m'ont énormément plu. Des films qui font partie de ma culture pop perso. Le 5e élément, j'ai absolument adoré ce film. Le Grand Bleu, c'est pareil. C'est juste que, pour un boulot de scénariste pur, en tout cas sur ce film-là, Luc Besson est complètement passé à côté de son truc. On pourrait croire que pour une seule licence, on a deux films qui sont tous les deux diamétralement opposés. C'est pas tellement le cas. Les films ne sont pas diamétralement opposés, puisque Olivier Dahan a réutilisé de façon absolument outrancière des plans utilisés dans le premier film. Mais c'est le résultat, au final, qui est dégueulasse. D'un côté, la réalisation de Kazovitz, qui colle plutôt bien à l'intrigue, et de l'autre, la réalisation dégueulasse de Olivier Dahan, qui rend le tout absolument insipide. On pourrait prendre notamment l'exemple simple de l'environnement. Dans le film de Kazovitz, on est dans les Alpes, donc il y a beaucoup de paysages montagneux, etc., etc., donc là-dessus tout va bien. Et dans le film de Olivier Dahan, j'ai toujours l'impression qu'on se situe dans une antichambre de l'enfer. Il fait toujours nuit, ou quasiment toujours, avec des couleurs absolument pétantes et dégueulasses qui nous dégueulent dessus depuis l'écran. On n'a pas l'impression qu'on est dans une véritable ville, dans un endroit véritable. On a l'impression que tout le film se déroule dans l'antichambre des enfers. Ce qui nous donne au final un film dégueulasse. Le film d'Olivier Dahan nous agresse visuellement quand il n'agresse pas d'autres films en détournant ce qu'il avait fait avant lui. Les Rivières Pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse est une énorme purge, et si je devais vraiment vous conseiller un seul film, ce serait Les Rivières Pourpres 1 de Mathieu Kassovitz, sorti en 2000. Celui-ci, je vous assure qu'il vaut le coup. Salut tout le monde. Bon, la vidéo est terminée, je vous rassure. Je me permets simplement de me rajouter un petit truc, un petit carton à cette vidéo, puisque elle est assez à propos, finalement. Bon, pas sur le film Les Rivières Pourpres, je vous rassure. En fait, je fais cette vidéo vis-à-vis d'une directive européenne qui a été votée il y a 2 semaines de ça, qui est la directive autour de l'article 13. Cette directive européenne va mettre à mal Internet tel qu'on le connaît, Internet tel que ma génération le connaît. Personnellement, moi j'ai vu des sites comme YouTube grandir, et j'ai vu au fur et à mesure certains YouTubeurs prendre de plus en plus de succès, à raison, pour certains d'ailleurs, certains youtubeurs que j'hésite pas à citer dans certaines de mes vidéos, Joueur du Grenier, Benzaï, le cinéma de Durandal ou le Fossoyeur de films. Et si je fais ce petit encart, c'est parce que l'article 13 qui a été voté à Bruxelles va mettre à mal des chaînes comme celle du cinéma de Durandal, le Joueur du Grenier, etc. Parce que cet article 13, donc la nouvelle directive sur les droits d'auteur,
va mettre en fait les sites d'hébergement de vidéos et les réseaux sociaux dans une situation particulièrement délicate, puisque jusqu'à aujourd'hui, les vidéos qui contenaient des contenus vidéo qui n'appartenaient pas aux youtubeurs, ainsi que les musiques d'ailleurs, la responsabilité en incombait principalement aux youtubeurs. Par exemple, moi, avec ma vidéo sur les Rivières Pourpres 2, je suis le seul responsable de cette vidéo. Et l'actuel robot YouTube qui vérifiait les vidéos notait simplement que moi, j'utilisais du contenu vidéo qui n'était pas à moi, la vidéo était démonétisée et l'argent partait aux ayants droit. Dans mon cas personnel, c'est pas très grave puisque je ne vis pas de mon contenu YouTube. Mais pour d'autres youtubeurs, c'est beaucoup plus dérangeant puisque leur argent, leur gagne-pain ne leur était pas versé. Alors, on peut entendre tous les sons de cloche vis-à-vis de l'utilisation des droits d'auteur. Moi, personnellement, je pense pas qu'un youtubeur qui utilise des morceaux de film pour étayer un propos, pour informer ou pour la parodie, pour des youtubeurs comme Mosinor, dont je suis très fan, je pense pas qu'on rentre dans de l'atteinte aux droits d'auteur. Quand ça a un but éducatif ou un but humoristique, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est tenu comme étant de l'atteinte aux droits d'auteur. Enfin bon. Et actuellement, le robot YouTube qui s'appelle Content ID prévenait ça en fait repérait les contenus qui n'appartenaient pas aux youtubeurs, démonétisait la vidéo. Et le youtubeur pouvait ensuite porter réclamation, mais ça pouvait prendre plusieurs jours et parfois plusieurs semaines, ce qui faisait que le youtubeur perdait de l'argent. Mais la chose va changer avec l'article 13, parce que si l'article 13 passe dans sa version actuelle, dans sa version vraiment Yavolaire commandante, full nazi, comme dirait Jour du Grenier, c'est tout simplement la responsabilité en fait passe du youtubeur à YouTube. C'est-à-dire que YouTube sera tenu pour responsable des contenus qui sont dans les vidéos que YouTube héberge. Ce qui est ridicule, puisqu'a priori, YouTube est un hébergeur de vidéos, pas un éditeur. Mais l'article 13 va changer ça. À partir de maintenant, YouTube sera responsable des vidéos qui sont déposées sur le site. Et ça va poser beaucoup de problèmes à YouTube parce que ça voudrait dire que YouTube doit vérifier manuellement toutes les vidéos qui sont uploadées sur le site, ce qui est impossible. Juste pour vous rappeler que YouTube, c'est 400 heures de vidéos uploadées en une seconde, mondialement. Donc vérifier toutes les vidéos une par une, c'est absolument impossible. Donc, Bruxelles, avec son article 13, qui est particulièrement vicelard, parce que n'interdit pas à YouTube d'uploader ou de laisser uploader des vidéos, mais impose à YouTube de vérifier manuellement toutes les vidéos qui sont uploadées. YouTube sait très bien que ce n'est pas possible, Bruxelles le sait, bien entendu, ils sont pas cons, et donc YouTube va devoir bloquer les vidéos à l'upload. C'est-à-dire que la vidéo ne sera pas uploadée puis vérifiée par le Content ID et démonétisée, elle sera même pas uploadée, elle sera même pas mise en ligne. Donc, dans mon cas, personnellement, ça m'emmerde parce que j'aime bien faire des vidéos, mais j'en vis pas. Par contre, pour d'autres youtubeurs, ça va véritablement devenir un problème parce qu'ils pourront tout simplement plus vivre de ce qu'ils font. Youtubeur, c'est un métier. Y a beaucoup de gens qui pensent que c'en est pas un. Je pense notamment aux eurodéputés qui s'imaginent pas une seule seconde que faire des vidéos à domicile, c'est un métier. Même moi, à mon niveau d'amateur qui fait des vidéos plus pour le fun qu'autre chose, que ce soit des vidéos d'histoire, que ce soit des vidéos cinéma, que ce soit des vidéos de musique, il y a du taf derrière. C'est pas juste tiens, je vais faire une vidéo sur Lavrenti Beria, je vais faire une vidéo de guitare, je vais faire une vidéo sur les Rivières Pourpres ou ce genre de truc. C'est pas juste une décision et pof, dans la minute, la vidéo elle est pondue. C'est un peu plus complexe que ça et je pense que ce serait bien que Bruxelles... on va pas demander à Bruxelles de s'en rendre compte, ils en ont aucune idée. On a affaire à des eurodéputés qui ont plus de 60 ans, qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la culture internet.
On va même pas leur demander ce que c'est que de la pop culture, parce que là ils vont nous dire que c'est la culture des grains de maïs et du popcorn, mais on laisse en fait ces gens-là légiférer sur des choses auxquelles ils n'entendent rien. Une chose qui m'a fait particulièrement mal, c'est quand on entend que José Bové, eurodéputé, s'est prononcé pour l'article 13, quand on sait que ce syndicaliste qui s'était battu pour à la fermeture des entreprises continentales, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé pour lui, mais lui aussi a voté pour l'article 13. Ces gens-là savent pas de quoi ils parlent. Ils savent pas sur quoi ils votent, ils savent pas tout ça, ils l'ignorent. C'est ça qui est terrible, c'est que ces gens-là, on laisse ces gens-là légiférer sur un univers auquel ils ne connaissent strictement rien. Et là-dessus, il y a quand même la possibilité qu'on puisse... nous, on a la possibilité de faire quelque chose. C'est pour ça que je profite de cet encart. Vous aurez dans la description de la vidéo le lien pour une pétition qui a été lancée sur change.org, qui est à l'heure actuelle aux alentours de 3 millions de signatures. Je vous enjoins très fortement, je vous urge de signer cette pétition, parce que comprenez bien que ça ne touche pas que les youtubeurs, ça vous concerne vous aussi. Même si vous n'êtes que spectateur de YouTube, ça vous concerne, parce que ça veut dire que ce sont les contenus que vous regardez qui vont être impactés. Et attention, ça s'arrête pas là, ça va aussi s'étendre aux réseaux sociaux. Les photos que vous allez mettre sur votre page Facebook, sur votre Instagram, sur votre Twitter ou votre Tumblr, tout ça, ça va être vérifié et potentiellement bloqué. Cette mesure, cet article numéro 13, cette nouvelle mesure européenne est liberticide. Évidemment que si je prends par exemple rien que sur le cadre qui est là, bon là le symbole de l'ordinateur, le logo Apple est planqué, mais j'aurais pas le droit de le mettre. Pareil pour le micro que j'utilise pour mes vidéos, le Rode qui est là, pareil, j'aurais pas le droit de le mettre. Dans les vidéos de guitare que je fais, où je joue avec cette guitare, qui est une Chapman, si dans la vidéo je chope la tête de la guitare avec la marque Chapman dessus, la vidéo sera refusée, parce que je ne suis pas Rob Chapman, je ne suis pas le créateur de cette marque de guitare, et je ne possède pas les droits de cet instrument, je ne possède pas les droits d'image Chapman Guitar. Donc à partir du moment où quelque chose apparaît à l'écran qui n'est pas à moi, cette vidéo elle sera supprimée. Alors pour mes amis guitaristes qui regardent mes vidéos, nous les premiers guitaristes, on est fiers de poster une photo de notre guitare, ou de nos guitares, parce qu'on est, on est peut-être un peu fétichiste là-dessus, mais par exemple, pour quelqu'un qui prend une photo de lui, je sais pas moi, dans une situation quotidienne, si jamais apparaît à un moment donné un logo, une marque, des chaussures, un sac à main, etc., ça va être directement censuré par Facebook ou Instagram, parce que ça n'a pas lieu d'apparaître en vertu de l'article 13. C'est une atteinte au droit d'auteur. Donc, je vous enjoins, je vous urge, encore une fois, d'aller sur la pétition et de la signer. Parce que ça vous concerne, autant que ça me concerne moi. Vous êtes peut-être que spectateur YouTube, mais ça vous concerne. Vous avez peut-être vous avez vos petites habitudes sur YouTube, vous avez vos petites habitudes sur les réseaux sociaux, même si vous n'en êtes pas de gros consommateurs, mais tout le monde a ses petites habitudes là-dessus. Et je pense qu'il serait très intelligent de réagir face à une telle mesure qui est tout simplement contre nature vis-à-vis de l'Internet moderne. L'Internet moderne, c'est supposé être un espace de partage, c'est supposé être un espace ouvert de discussion, de critique, intelligente et constructive à chaque fois, mais c'est le but d'Internet, c'est le but de son existence, surtout pour les gens de ma génération qui savons l'utiliser. Donc je vous enjoins à signer cette pétition. Que vous ne partagiez pas cette vidéo, très bien, mais signez la pétition et faites-la tourner, parce que on est vraiment à deux doigts de perdre un outil qu'on utilise quotidiennement
pour se divertir, mais aussi pour s'informer. Et ça, je pense que ce serait un énorme coup porté à notre génération d'accros aux écrans. Voilà, merci beaucoup.